Bien le bonjour tout le monde, il est midi et après une semaine d'absence, puisque c'était la trêve hivernale, on se retrouve pour un nouvel Europe au crible. Ce soir je suis tout seul, Isaac est en période de partiel, compliqué pour lui d'être présent avec moi, mais il vous lâchera un petit mot sur la partie Ligue 1. Au programme, on va voir que 4 championnats, la Bundesliga n'ayant pas encore repris. On va parler Serie A, Liga, Première Ligue et Ligue 1. Et on va démarrer tout de suite avec la Serie A, bien évidemment. Pour ce faire, on va se faire un petit tour des résultats du week-end. Alors, il y a les deux premiers matchs, on en parlera, j'y reviendrai plus tard, c'est Cagliari, AC Milan et Como Udinese. On en parlera très rapidement. Ensuite, on a eu Sassuolo qui a affronté Parme, un but partout. Genoa Pise, un but partout. Le faux pas de la Juventus contre les Tchèques, qu'on n'abordera pas, un but partout également. C'était un festival de un but partout lors de cette journée du 3 janvier, hormis le match de Com dont on parlera. L'Atalanta AS Roma, on en parlera aussi. Bien évidemment, Lazio Naples, on donnera un petit mot dessus. La Fiorentina, qui a encore gagné contre Cremonese, un but à zéro. L'Hellas Vérone qui perd à la maison 3 buts à zéro contre le Torino. Et enfin, on parlera de l'Inter contre Bologne. Donc on va démarrer très vite. L'AC Milan qui voulait mettre la pression en démarrant cette journée s'est imposé à Cagliari un but à zéro. Match assez fermé dans l'ensemble, mais l'AC Milan a su répondre présent, a su montrer qu'il devait gagner, a su mettre en place les choses afin justement de remporter ce match, avec un but notamment au retour des vestiaires à la 50e minute de Rafael Leao sur une passe d'Adrien Rabiot. Dans l'ensemble, on a quand même eu un match qui a été dominé, voilà, il faut le dire, par l'AC Milan, mais un match, comme j'ai dit, très fermé. Très peu d'occasions de but réelles, moins d'un but d'expected goal des deux côtés. On va parler un petit peu stats rapidement. Une possession de balle légèrement plus en faveur de l'AC Milan, mais un total de 11 tirs à 6. Donc voilà, une certaine domination de la part de l'AC Milan qui s'est imposé, qui à ce moment-là prend la tête du championnat en attendant le match de l'Inter, qui est le dernier match de la journée. Mais on y viendra juste après. Le deuxième match dont on va parler, c'est Comme qui s'est imposé un but à zéro contre Udinese. Comme qui revient à hauteur, qui confirme sa place de sixième, mais qui revient à hauteur de l'AS Roma, qui s'est incliné quant à eux un but à zéro sur la pelouse de l'Atalanta. C'est le match dont on parlera juste après. Donc Comme qui, grâce à un penalty de Dacunia à la 18e minute, s'impose 1-0. Ils ont su tenir ce résultat, ils ont su se comporter en tant qu'équipe du top 6, qui est équipe prétendante à l'Europe. Et on l'a déjà vu, une domination sans partage, 15 tirs à 4, 62% de possession pour Com. Ils auraient pu marquer 2 à 3 buts très objectivement. Voilà, Com a dominé sans partage ce match et confirme sa place de 6ème, sa place européenne, et repasse devant Bologne. Je vous dirai pourquoi, mais vous avez sans doute compris ce qu'il s'est passé dans ce match Inter-Bologne. Maintenant, on va enchaîner avec la fin match enfin, le dernier match du 3 janvier. Malgré le faux pas de la Juventus, l'AS Roma ne passera pas devant. Pourquoi? Eh bien parce que comme je vous l'ai dit, l'AS Roma a perdu. Et grâce à ça, c'est plutôt, pardon, le match nul de la Juve, malgré ce faux pas, la Juve passe devant l'AS Roma car l'AS Roma a perdu contre l'Atalanta. L'Atalanta se relance. On fera un point classement à la toute fin, mais l'Atalanta s'est relancé. À la 12e minute, c'est Scalvini qui va ouvrir le score sur une passe de Zaliuski. Il y aura même un deuxième but refusé pour hors-jeu de Scamacca à la 29e minute. L'Atalanta réussira, malgré les tentatives de changement du technicien de la Roma, l'Atalanta réussira à conserver ce score jusqu'au bout du match. On le voit notamment au travers d'un match très serré, un match qui aurait pu tourner en la faveur des deux côtés, mais l'Atalanta a été plus tranchant. L'Atalanta a eu plus d'occasions franches, trois grosses occasions du côté de l'Atalanta contre une seule du côté de la Roma. La Roma n'a pas été assez efficace, à l'inverse de l'Atalanta. Certes, 13 tirs à 10 pour l'Atalanta, mais une possession beaucoup plus du côté de l'AS Roma. 55-45, je dis beaucoup plus et un peu plus. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'Atalanta a su être tranchant et l'Atalanta commence à revenir au niveau des places européennes. Puisque grâce à cette victoire, l'Atalanta se hisse à la 8e place de ce classement de Serie A. Et je vais un petit peu vite parce que voilà, c'est un Europe Express, un Europe au crible Express. Je suis tout seul, je suis fatigué, il faut que je dorme, moi, puisque vous voyez, c'est le midi. D'ailleurs, je crois que je ne vous ai pas dit bon appétit à vous devant cette Europe au crible, que vous soyez en train de l'écouter sur Spotify
ou devant YouTube. Vous pourrez de toute façon laisser un petit mot en commentaire sur ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de ce week-end foot, pardon. Et donc, on va enchaîner le premier match à 12h30 de ce dimanche 4 janvier opposé la Lazio et le Napoli. Bah, autant vous dire qu'il n'y a pas eu de match. Très rapidement, grâce à deux passes décisives de Politano, le Napoli a pu prendre l'avantage. 13e minute, c'est Spinazzola qui ouvre le score. Et à la 32e, c'est Ramani qui va venir doubler la mise pour le Napoli. Autant être honnête, la Lazio n'a jamais su revenir, n'a jamais trouvé les armes pour revenir. À la 81e, Nossin va même prendre un deuxième carton jaune, carton rouge, exclusion. Et à la toute fin, pour conduite antisportive, donc petite bagarre, Maruzic et Mazzocchi vont prendre chacun un carton rouge de chaque côté, ce qui portera le total à deux cartons rouges pour la Lazio et un carton rouge pour le Napoli. Carton rouge, gardez ça en tête pour la toute fin de l'épisode, parce qu'on va parler de la Ligue 1, et il y en a eu pas mal. Revenons à nos moutons. Politano, voilà, très clairement l'homme du match. Une domination sans partage du Napoli, mais encore plus que Comme contre Udinese. Le Napoli aurait pu mettre pareil 2 buts, peut-être 3 buts. Il y a eu 4 grosses occasions du côté du Napoli. Une seule du côté de la Lazio. La Lazio n'a pas existé. 65% de position. Quand je vous dis que Naples a dominé, c'est que Naples a posé le pied sur le ballon et Naples ne l'a pas lâché. 14 tirs à 5. Comment la Lazio peut penser revenir dans un match pareil s'il n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon? Et en même temps, il faut surtout saluer la performance du Napoli, qui montre qu'ils sont toujours présents dans cette course au titre, toujours derrière les 2 Milan. Pourquoi j'ai toujours derrière les 2 Milan? J'ai voulu vous mettre du suspense, mais vous avez le classement depuis le début. Donc vous avez compris ce qui s'est passé. L'Inter a gagné, l'Inter s'est imposé. Et l'Inter s'est imposé 3 buts à 1 contre Bologne. À la 39e minute, Zielinski va ouvrir le score sur une passe de Lautaro Martinez. À la pause, 1 but à 0. On peut se dire que du côté de Bologne, tout reste à faire, tout est possible, on peut revenir. Les espoirs vont commencer à être légèrement anéantis à la 48e minute, retour des vestiaires. Lautaro Martinez va la mettre au fond suite à une passe de Çalhanoğlu. Maintenant, 74e minute, il n'en fallait pas plus. Marcus Thuram vient planter le dernier clou, mettre le dernier coup de couteau. À la 83e pour l'image, Bologne va marquer un but grâce à Castro sur une passe de Lico Giannis. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour espérer quoi que ce soit. Le score en restera là, 3 buts à 1 pour l'Inter Milan, qui va reprendre tout simplement la tête du championnat à son rival l'AC Milan. Nouveau match, domination, sans partage. Pour l'instant, les victoires dont je vous ai parlé, à part l'Atalanta Roma, c'était plutôt une domination sans partage. On a quand même eu le match fermé de l'AC Milan. Et voilà, 19 tirs à 6. J'ai parlé un peu statistique sur cette Europe au crible, et parce que je trouve que là, par rapport à la Serie A, en tout cas, les matchs sont très parlants, les stats pardon, sont très parlantes des matchs. Voilà, 19 tirs à 6, 9 grosses occasions. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même eu 9 actions qui auraient pu finir par un but. Alors, en termes réels de tentatives qui, pour moi, auraient pu finir, je pense qu'on est plus autour de entre 2 et 4 buts que voilà, l'Inter aurait pu marquer. Maintenant, c'est des grosses occasions qui n'ont pas été concrétisées et autant vous dire que c'est dangereux. Bologne, en ce moment, c'est plus compliqué. Bologne reste septième, mais Bologne voit l'Atalanta revenir au classement, puisque du coup, bah, je vais en profiter. On vient de faire le tour de la Serie A. Avant de passer du côté de nos chers amis espagnols, on va faire un petit point classement. Et si on fait un petit point au niveau du classement, eh bien, tout simplement, ce que vous allez comprendre, c'est que l'Inter reste en tête. L'Inter avec 39 points qui devance l'AC Milan qui a 38 et Naples qui a 37. Donc on a vraiment toujours notre trio de tête, les trois favoris dont on a toujours parlé dans cette Europe au crible depuis le début. Ensuite, on a la Juventus qui passe devant la S Roma à la différence de buts. Et pourquoi je dis même pas la différence de buts? Au nombre de buts marqués. Les deux ont 33 points, les deux ont une différence de buts de plus 8. Mais la Juventus a marqué 24 buts, seulement 20 buts pour la Roma. On a Comme qui, avec cette victoire contre Udinese, revient à 30 points. Mais attention, j'ai oublié de vous préciser, la Juventus et l'AS Roma ont 18 matchs. Le reste des équipes que j'ai citées, 17. Com peut donc revenir à hauteur et même passer devant. Car si Com remporte son match en retard, Com serait à 33 points et passerait au minimum de plus 11 à plus 12 à la différence de but, ce qui leur suffirait pour passer devant. Donc Com est venu se repositionner. Ensuite, un premier petit break est fait. Bologne, avec 17 matchs, est à 26 points, 7ème. On retrouve ensuite l'Atalanta avec 25 points, à la 8ème place, mais 18 matchs. Donc Bologne fait partie des équipes qui n'a pas joué, qui a un match en retard, lors du week-end qu'on a pu avoir durant
la période, non pas la période hivernale, durant le dernier Europe au Crible qu'on ait fait au moment où on vous avait parlé de la Coupe de France, justement, et des quelques matchs de Serie A qui s'étaient joués. Donc Bologne peut recréer l'écart, peut revenir sur Comme, ou en tout cas revenir un peu plus proche de la zone européenne. Avec cette défaite, on a également la Lazio qui chute à la 9e place, qui se fait dépasser par l'Atalanta, 24 points, Sassuolo à 23 points, qui voit le Torino revenir, mais le Torino a moins 8 de différence de but, donc n'est pas dangereux pour Sassuolo qui a plus 1, 23 points également, Udinese 22 points, Cremonese 21 points. On retrouve ensuite Cagliari et Parme, 14 et 15e, à 18 points, Lecce à 17 points, 16e, le premier non relégable, donc le Genoa, à 15 points, mais on notera qu'avec cette victoire, la Fiorentina est revenue à hauteur de Pise et de l'Hellas Vérone. Les trois équipes sont à 12 points, mais la Fiorentina, le premier relégable. La Fiorentina n'est plus dernière. C'est fini. La Fiorentina vient de quitter sa place de dernier. La Fiorentina se relance dans la course au maintien et va tenter de venir mettre la pression sur le Genoa et Lecce. Voilà pour le tour de l'Italie. Et nous pouvons donc passer, avec cette petite transition, de l'autre côté de la Méditerranée. On bascule du côté espagnol et on va parler de notre bonne vieille Liga, mes amis. Pour la Liga, au niveau des résultats, on a donc eu une très jolie journée également. On ne parlera pas du Vallecano-Retafe match nul, un but partout pour ouvrir cette journée de championnat. Le Celta Vigo s'est imposé en écrasant Valence 4 buts à 1. Je parlerai rapidement du Osasuna Bilbao, mais je vais vous spoiler. C'est un match nul, un but partout. J'aurai quelques petites choses à dire. Ensuite, on retrouve le match de Villarreal dont je parlerai après, le derby de Barcelone dont je parlerai après, l'Evante qui s'impose 3-0 à Séville contre le FC Séville. C'est compliqué en ce moment. On parlera du match du Real Madrid qui était opposé au Betis Séville à domicile, Gijón qui s'impose 2 buts à 1 à Majorque, Alaves Oviedo, un but partout, et on terminera avec le match de la Real Sociedad et de l'Atlético Madrid. Donc pour démarrer, je vais juste vous dire un petit mot sur l'Athletic Bilbao. J'en peux plus. Voilà. Je n'en peux plus. À la 34e minute, c'est tout simplement Ruben Garcia qui va venir ouvrir le score pour Osasuna. Heureusement, à la 71e minute, c'est Guruzeta qui viendra égaliser un but partout et le match en restera là. Autant vous dire que c'est très compliqué en ce moment pour les joueurs basques. Je n'en peux plus. J'ai l'impression qu'on ne voit pas le bout. De temps en temps, il y a des petits pics avec quelques victoires importantes, des petits points pris par-ci par-là. Mais c'est trop inconstant. On fera le point au niveau du classement, vous le verrez. Mais c'est seulement 8e et c'est pas assez. C'est pas assez pour une équipe qui aujourd'hui s'est qualifiée l'année dernière, finit 4e, s'est qualifiée en Ligue des Champions et doit jouer la Ligue des Champions et doit montrer que c'est un cadre de ce championnat d'Espagne et ne le fait pas cette saison. Beaucoup trop d'inconstance, comme certains clubs en Ligue 1, comme certains clubs en Serie A avec notamment l'Atalanta ou même l'AS Roma. On pourra parler aussi en Première Ligue de Liverpool, de Manchester United. C'est un peu partout pareil, mais là c'est frustrant. Certes, on n'est pas de l'ampleur des clubs que j'ai cités par exemple, mais c'est très frustrant quand même. On va enchaîner avec la victoire de Villarreal, qui vient se replacer à la 3e place du championnat, certes avec 2 matchs en moins, mais ça j'y reviendrai au moment du classement, et s'impose à Elche, contre le meilleur promu cette saison, puisque vous voyez, c'est le promu qui pointe à la 9e place. 3 buts à 1. Voilà, une victoire importante. Villarreal, on en a déjà parlé. Certes, ils ont eu un gros faux pas contre Barcelone. Ça a été un petit peu compliqué après. Mais là, 7e, 13e minute, Molero sur une passe de Mikotadze. Mikotadze buteur ensuite à la 13e sur une passe de Nicolas Pepe. Neto va venir réduire l'écart à la 30e. 2 buts à 1. Mais ce sera sans compter sur le but en toute fin de match de Pedraza sur une passe de Cardona à la 83e pour venir sceller cette victoire de Villarreal. Villarreal a encore une fois sorti une performance qui démontre qu'ils font partie du top 4 en Espagne actuellement, qui démontre même qu'ils peuvent prétendre au titre malgré le faux pas contre Barcelone. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des matchs retour. Le championnat est encore long. Villarreal, avec 2 matchs en retard, pourrait revenir à hauteur de Barcelone et du Real Madrid. Mais on en parlera. Et là, par contre, je vous ai parlé un petit peu stat tout à l'heure. Je vais vous montrer une stat qui vous fera dire tout l'inverse de ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. C'est qu'Elche a plutôt dominé ce match. 78% de possession. C'est énorme. 16 tirs à 12. Alors, par contre, 22% de possession et 12 tirs, c'est très très fort. Et ça montre l'efficacité du côté de Villarreal, qui a donc dominé ce match avec 6 grosses occasions à 2.
Voilà pourquoi je dis les stats, mais en même temps, il ne faut pas que se pencher sur les stats. En tout cas, Villarreal a su montrer efficacité, être simple et tranchant devant le but, ce qui leur a permis de repartir d'Elche avec cette victoire 3-1. Il y a également un autre club qui s'est imposé à l'extérieur pour garder sa place de leader. C'est bien évidemment le FC Barcelone dans le duel, dans le derby de Barcelone contre l'Espagnol. À la mi-temps 0-0, on se dit que l'Espagnol va peut-être réaliser un coup. On parle quand même l'Espagnol du 5e club de cette Liga actuelle. Mais c'était sans compter sur la fin de match. Fermin pour un doublé de passes décisives qui offre le premier but à la 86e à Olmo et le deuxième but à la 90e à Lewandowski. En toute fin de match, Barcelone a su trouver les armes, Barcelone a su trouver la faille, Barcelone a su s'imposer. Un match plutôt équilibré. C'est une possession en faveur de Barcelone. On connaît le jeu de Barcelone. L'objectif, c'est de mettre le pied sur le ballon, de proposer du football par la possession, par la construction. Ça a failli ne pas fonctionner, mais ils ont réussi à trouver la faille et ils peuvent remercier Fermin pour ce doublé de passes décisives en toute fin de match qui leur permet de s'offrir cette victoire et de conserver la tête du championnat avec 3 points d'avance, mais on y reviendra, sur un Real Madrid qui a tout simplement décidé de détruire à domicile le Betis Séville 5-1. À la mi-temps, il y a seulement 1-0, but de Garcia sur une passe de Rodrigo. On se dit, attention, le Real on sait, parfois ça peut tomber. C'était sans compter sur au retour des vestiaires à la 50e, Garcia qui double la mise, 2-0 sur une passe de Valverde. Asensio va aller s'offrir un petit but sur une passe de Rodrigo. Rodrigo, 2 passes décisives. 56e, 3-0. On se dit, c'est plié. Petit orgueil du côté du Betis. Cucho Hernandez va venir marquer à la 66e. 3-1. Peut-être. Bien non. 82e minute. Garcia, triplé sur une passe d'Arda Güler, 4-1. Et à la 93e, Garcia vient s'offrir un quadruplé sur une deuxième passe décisive de Valverde. Autant vous dire que c'était un match à sens unique, une domination sans partage du Real Madrid qui est venu montrer qu'ils étaient toujours présents, qu'il allait falloir compter sur eux et que Barcelone ne ferait pas sans rivaux cette saison pour lutter pour le titre. Même si Barcelone a de l'avance, le Real Madrid n'abandonnera pas, le Real Madrid répondra présent jusqu'au bout. Et en parlant de Madrid, il y a un autre club qui malheureusement a fait un faux pas et perd sa 3e place au classement, c'est l'Atlético. À la mi-temps, on aurait pu se dire peut-être 1-0, mais but refusé pour hors-jeu de Sorloth. Malheureusement, oui, de Sorloth. De l'autre côté, pardon, c'est pour la Real Sociedad. Je me suis trompé, excusez-moi. Wow, je suis un peu perdu. Au retour des vestiaires, justement, Sorloth va venir ouvrir le score. Un but à 0. Voilà, à la 50e pour l'Atlético Madrid. Donc il avait failli marquer contre son camp. Il ouvre le score. Mais 5 minutes plus tard, l'Atlético n'aura pas su garder sa cage inviolée et Guedes, sur une passe de Kubo, égalisera un but partout et le score en restera là jusqu'à la fin du match. On avait un match plutôt équilibré, une légère domination tout de même de la Real Sociedad, je trouve. Voilà, de mon point de vue. Mais c'est un match plutôt équilibré, c'est un match qui a su répondre un peu aux attentes quand même. La Real Sociedad se réveille enfin. Est-ce que c'est enfin le moment pour la Real Sociedad de revenir plus haut? On le verra. Se réveille enfin. En tout cas, surtout s'éloigne de la zone rouge. On va faire le point du classement maintenant. Et donc, au niveau du classement, on se retrouve, comme je l'ai dit, avec Barcelone leader à 49 points. Avec 19 matchs joués. Le Real Madrid, 19 matchs joués, 45 points. On retrouve ensuite Villarreal, 38 points, mais 17 matchs joués. En cas de double victoire, on rajoute 6 points, il pourrait revenir à 44 points et revenir à 5 points de Barcelone et à 1 point du Real Madrid. Avec 19 matchs également, on retrouve l'Atlético Madrid qui du coup est à 38 points, mais avec ce match nul s'est fait dépasser par Villarreal. On retrouve ensuite l'Espagnol de Barcelone qui malgré la défaite reste à 33 points. On a ensuite le Betis Séville à 28 points, le Celta Vigo à 26 et l'Athletic Bilbao à 24. Mais attention, cette place de 8ème pourrait être prise par Elche, puisqu'Elche n'est qu'à 18 matchs et l'Athletic Bilbao est à 19. Elche n'est qu'à 22 points. En cas de victoire, Elche passerait devant. Retafe, 10ème à 21 points. Le FC Séville, 11ème, 20 points.
Osasuna, Alaves, Vallecano qui occupent les 12, 13 et 14e places à 19 points. La Real Sociedad, Mallorca et Gérone avec 18 points occupent les 15, 16 et 17e places. Et enfin, les trois relégables sont Valence avec 16 points, Levante 13 points et le Real Oviedo avec 12 points. Malheureusement pour Oviedo et Levante, le fait d'avoir été promu, c'est compliqué pour eux cette saison. À l'inverse d'Elche qui surprend, qui est très bon et qui le prouve avec une 9e place au classement et pourrait même rentrer dans les places européennes et pointer à la 8e place. Voilà, en cas de victoire lors de leur match en retard par rapport à l'Athletic Bilbao. On retrouve toujours notre quatuor de tête qui a toujours une belle avance. Voilà, le titre va certainement se jouer entre Barcelone, le Real et Villarreal. L'Atlético est en train de sécuriser petit à petit cette 4e place. En tout cas, on le voit bien, ce sont les 4 grosses forces en présence. L'Espagnol Barcelone est la légère surprise dans le sens où je ne m'attendais pas à les voir aussi haut cette saison. Mais c'est tant mieux et c'est tout à leur honneur de le prouver et de venir me dire tu avais tort, parce que je pensais vraiment que le Betis Séville serait plus dangereux que Bilbao également, mais ça ne suffira pas. On va remonter un peu plus dans le nord, mais on ne s'arrêtera pas en France, on va continuer, on va traverser la Manche. On va aller du côté de nos chers amis anglais, on va aller parler de cette bonne vieille Première Ligue. Alors là, je vais être très rapide, parce que j'ai suivi assez rapidement les matchs, et puis je trouve qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire. En deux trois phrases, je pourrais vous expliquer rapidement les résultats. On a d'abord eu Aston Villa Nottingham. Victoire 3-1 de Villa, voilà, victoire logique. Villa a su se rattraper de la défaite contre Arsenal, puisqu'il y a eu 2 journées en Première Ligue pendant cette absence de l'Europe au crible. Les Wolves se sont imposés contre West Ham, 3 buts à 0. Et si je ne me trompe pas, on va les vérifier tout de suite, mais si je ne me trompe pas, c'est également leur première victoire de la saison. C'est leur première victoire de la saison. Voilà, les Wolves se sont enfin réveillés. Ça fait plaisir, 3 buts à 0 contre West Ham. West Ham qui est en difficulté également. Mais ça, on en reparlera au moment du classement. Brighton s'impose 2 buts à 0 contre Burnley. Et alors là, j'ai envie d'en parler directement parce que je veux absolument saluer la performance de nos amis d'Arsenal qui se sont imposés 3 buts à 2 à Bournemouth. On aurait pu dire que ça allait être compliqué puisque dès la 10e minute, Evan Wilson ouvre le score pour Bournemouth. Mais c'était sans compter sur le réveil, peut-être, du futur champion. Dès la 16e minute, Gabriel égalise. On arrive au vestiaire, un but partout. 10 minutes après le retour des vestiaires, c'est Declan Rice sur une passe d'Odegaard qui va doubler la mise pour Arsenal, 2 buts à 1. À la 71e, doublé pour Declan Rice sur une passe de Saka, 3 buts à 1. 5 minutes plus tard, attention, Croupi sur une passe de Cook va venir réduire l'écart, 3 buts à 2. Mais Arsenal va tenir. Arsenal va démontrer qu'ils seront présents, bel et bien présents, dans cette lutte pour le titre jusqu'au bout. Et c'est une victoire à l'orgueil, c'est une victoire de patron, de mon point de vue, pour Arsenal. Arsenal a démontré que City ne leur ferait pas peur, que Villa ne leur ferait pas peur. Le match suivant, c'est le faux pas de Manchester United. Un but partout à Leeds. Malheureusement, Manchester United n'aura pas su s'imposer et profiter des faux pas de Chelsea et de Liverpool, qui auront fait match nul, mais aura su réagir. 62e minute, ouverture du score d'Aronson, et 3 minutes plus tard, à la 65e, Zirkzee offrira le but à Mateus Cunha, ce qui va leur permettre de rester en vie et de tout de même ne pas perdre. C'est un point qui pourrait être précieux et important dans cette course à l'Europe et à la Ligue des Champions, dans cette course au top 4, puisque leurs deux adversaires directs, dont on va parler juste après, ont également fait match nul. Donc finalement, ils ne profitent pas, mais ils ne perdent pas de points. Tottenham, un but partout contre Sunderland. Newcastle va s'imposer 2 buts à 0 contre Crystal Palace. Everton va s'incliner à la maison contre Brentford, 4 buts à 2. Le match sensationnel du week-end. Voilà, 6 buts. Ils nous auront régalé. Fulham, Liverpool, 2 buts partout. Alors, on est nul. Voilà, je parle en tant que fan de Liverpool. On est à chier. 17e minute, Fulham va ouvrir le score sur une passe de Raúl Jiménez, c'est Wilson. 57e, Wirtz qui se réveille, c'est peut-être mon point positif avec cette équipe. C'est enfin le réveil de Wirtz sur une passe de Connor Bradley qui va venir égaliser. On se dit, à la 94e, Gakpo va délivrer les siens. 2 buts à 1. C'était sans compter sur Monsieur Reed. Alors, je vais mettre mon ego de fan de Liverpool de côté. Si vous voulez vraiment
prendre du plaisir, aller regarder le but. La frappe est somptueuse. Je suis retombé dessus sur Twitter tout à l'heure. C'est tout simplement magnifique. Il n'est jamais titulaire. Il a pas énormément de temps de jeu. Il rentre que sur des bouts de match. Je peux vous faire son trajet, hein, voilà. Euh, il joue pas. Et là, 1 minute de jeu, un but et une frappe phénoménale qui permet à Fulham de venir égaliser et de venir arracher ce point du match nul à domicile. C'est un bon résultat pour Fulham, pardon. C'est une déconvenue pour Liverpool qui pensait tenir ce match. Mais Liverpool n'ira pas plus loin que la quatrième place s'il continue de jouer comme ça. Le top 3 est beaucoup trop fort, il faut être honnête. Les recrues ne s'adaptent pas encore totalement. Certaines recrues sont bonnes, mais le reste de l'équipe n'est pas au niveau. Et c'est bien ça le problème. L'équipe est beaucoup trop inconstante. J'en parlais tout à l'heure. On ne peut pas espérer le titre, on ne peut pas espérer plus que cette quatrième place, puisqu'en fait on est au même niveau que Chelsea et Manchester United, et c'est tout à fait logique au vu de tout ce qu'on peut voir sur ce début de saison. Chelsea qui va réussir à arracher le match nul à City. Reinders va permettre à City d'ouvrir le score et de mener 1 but à 0 à la 42e minute. Mais c'était sans compter sur Enzo Fernandez à la 94e. On a eu des buts dans les arrêts de jeu ce week-end en Première Ligue quand même. Chelsea va venir arracher ce point du match nul. On a beaucoup salué les performances de Foden et Cherki. Malheureusement, sur ce match, elles n'ont pas été au niveau. Et ça s'est vu avec le résultat, justement. Malheureusement, City n'a pas su concrétiser ses occasions. City, je trouve, a été légèrement plus dominateur. Voilà, 14 tirs à 8. Mais ils n'ont pas su concrétiser. Les grosses occasions ont surtout été du côté de Chelsea. Il faut être très honnête. Ce n'est pas un bon match de Manchester City. C'est aussi un match qui va leur rappeler que dans cette première ligue, c'est pas parce qu'ils sont venus mettre la pression à Arsenal qu'Arsenal est sombré. Et sur ce week-end, au final, c'est Arsenal qui a repris des points dans ce duel contre City. Et on va le voir tout de suite au classement. Voilà. Et même City s'est fait rattraper par Aston Villa. On a Arsenal qui pointe en tête de ce classement avec 48 points. À la deuxième et à la troisième place, on retrouve City et Villa à 42 points. Et là, le trou. Liverpool quatrième, 34 points. Cinquième et sixième, Chelsea et United, 31 points. Septième, huitième, Brentford, Sunderland, 30 points. Newcastle qui pointe à la neuvième place avec 29 points. Brighton, Fulham, Everton, 10, 11 et 12e avec 28 points. Tottenham et Crystal Palace, 13 et 14 avec 27 points. Et enfin, Bournemouth, 23 points. Leeds, 22 points. Nottingham Forest, 18 points. West Ham, 14. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était dur pour West Ham et que cette défaite contre Wolverhampton fait très mal. Burnley, 12 points. Et bien évidemment, toujours bon dernier malgré cette victoire, leur première victoire de la saison. C'est bien évidemment les Wolves de Wolverhampton. 6 points. Voilà, autant vous dire qu'on reste toujours sur un championnat serré. 6 points séparent le premier et le troisième. Voilà, le deuxième et le troisième étant à égalité. Et seulement 7 points séparent le quatrième du 14e. Autant vous dire qu'en 3 journées, les places de la quatrième à la quatrième place peuvent totalement changer et tout peut être chamboulé dans la hiérarchie en première ligue. Mais ce week-end, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Arsenal a marqué un gros coup. Et un coup qui peut faire très mal à la tête aux fans et aux joueurs et à tout le monde du côté de Manchester City. Et on notera toujours que voilà, comme on le disait, les équipes comme Tottenham, Newcastle, Liverpool, Chelsea et United ne répondent pas à hauteur des attentes qu'on avait en début de saison. On va pouvoir finir cette Europe au crible en retraversant la Manche dans l'autre sens, vers le sud, et en allant faire un tour du côté de notre bonne vieille Ligue 1, messieurs, dames. C'est parti, tout simplement. Au programme, Toulouse lance le match du leader dès le début. On aura ensuite un Monaco-Lyon, Nice-Strasbourg qui vont se neutraliser un peu partout dans le duel de la descente, de l'ancienne descente aux enfers, puisque Strasbourg s'est bien repris, on le voit, Strasbourg est actuellement 7ème, tandis que Nice est actuellement 14ème. On a le Lille-Rennes, dont on parlera rapidement, le Marseille-Nantes, et je vous glisserai un petit mot de la part d'Isaac. Le Lorient-Metz, un but partout, la victoire du Havre contre Angers, 2 buts à 0, Brest qui s'impose contre Auxerre, 2 buts à 0, et on parlera ensuite du derby parisien, le premier derby parisien
opposants, le Paris Saint-Germain et le Paris FC, en Ligue 1. On démarre, et bien tout simplement le leader est venu imposer sa loi à Toulouse. Alors, ils peuvent dire merci à Emerson d'avoir complètement craqué et d'avoir pris un carton rouge à la 24e minute, mais ils auront mis du temps à trouver les filets. Saïd à la 57e ouvrira le score, Thomasson viendra doubler la mise à la 85e, et Gagnou sur une passe de Thomasson viendra clôturer ce match 3 buts à 0. Bon, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, hein. Lens est venu, a montré que c'était les leaders et pas pour rien, si bien que Nuno Mendes, après le match du Paris Saint-Germain, a vanté le mérite d'avoir une équipe comme Lens pour venir les concurrencer. Donc voilà, c'est un résultat qui fait plaisir aux Lensois. Les Lensois montrent qu'ils seront présents et je pense que c'est un message aussi qui est envoyé avec cette victoire. Savoir gagner quand l'adversaire commet des erreurs, savoir venir enfoncer le clou, c'est aussi une victoire qui va leur permettre, au niveau de la différence de but, de pouvoir vraiment répondre présent. Et c'est ça qui est très important. Le deuxième match de cette journée, c'est, eh oui, donc premier carton rouge. Voilà pourquoi je vous ai parlé des cartons rouges. On va ensuite avoir le Monaco-Lyon. Victoire 3 buts à 1 de Monaco, avec également 3 buts à 1 pardon, de Lyon, avec notamment un carton rouge du côté de Monaco. Le carton rouge est totalement valable. Ceux qui pourront voir la faute verront la faute. C'est inconcevable. Après, je tiens à préciser qu'on voit quand même sur la vidéo que ce n'est pas fait exprès. Mais le rouge est totalement logique. Il doit prendre un certain nombre de matchs de suspension parce que son geste est terrible. Maintenant, combien? J'irai pas au-delà de 3 matchs pour moi, maximum. Je trouverais que ça serait sévère pour un geste qui n'est pas fait exprès. C'est un geste très dangereux qui mérite plusieurs matchs, mais plus loin, je ne le dirai pas. On a Soulk qui va ouvrir sur une passe de Tagliafico le score à la 38e minute pour l'Olympique Lyonnais. Réponse à la 45e plus 4 de Koulibaly sur une passe de Balogun. Koulibaly qui sera exclu à la 70e. Thilo Kehrer, au retour des vestiaires, marquera un but refusé pour une faute. C'est Soul qui viendra doubler la mise sur une passe de Maitland Nice, doublé pour lui, 2 buts à 1 pour l'Olympique Lyonnais à la 57e. Bien évidemment, le carton rouge à la 70e et 9 minutes plus tard, deuxième passe décisive pour Tagliafico, qui a d'ailleurs subi la faute de Koulibaly lors de l'exclusion et qui offrira le troisième but de l'Olympique Lyonnais à Abner Vinicius. Un match très solide des Lyonnais. Les Lyonnais viennent confirmer leur 5e place. Les Lyonnais viennent confirmer qu'ils seront présents dans la lutte pour la Ligue des Champions. Et c'est très important et ça fait extrêmement plaisir. Les Lyonnais ont bien évidemment dominé ce match, hein. Beaucoup plus de grosses occasions du côté de notre cher Olympique. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de les voir revenir vraiment à ce niveau, de venir reconcurrencer les autres équipes présentes pour la lutte à la Ligue des Champions, parce que devant eux, il y a deux équipes qui font un faux pas, c'est Marseille et Lille qui vont perdre chacune 2 buts à 0. Et c'est d'ailleurs tant mieux pour Lyon d'avoir gagné, puisque la défaite de Lille a été causée par Rennes, le stade rennais, qui est toujours là pour mettre la pression à l'Olympique Lyonnais. 2 buts à 0, carton rouge du côté des Lillois. On porte donc le total à 3 cartons rouges dès la 14e minute. Et du coup, eh bien, au retour des vestiaires, ça va payer cash. Frankowski, ancien Lensois, qui va venir punir les Lillois. Voilà, il ne les aime pas. Sur une passe de Brassier, 1 but à 0 à la 49e. Puis Mbolo offrira le deuxième but à Quentin Merlin à la 56e minute. Le score n'évoluera pas. Une victoire importante du côté de Rennes, qui a bien évidemment, grâce à ce carton rouge, dominé ce match, mais a eu du mal, malgré tout, quand même, à trouver les filets, mais s'imposera une victoire qui est importante pour eux, car ils reviennent également dans la lutte actuelle pour la Ligue des Champions, et on en parlera, parce que on regarde un vrai resserrement entre les 3e et 6e places de ce classement. Une victoire pour Nantes contre l'Olympique de Marseille, qui fait beaucoup de bien à Nantes, qui sort de cette zone rouge, qui est donc barragiste actuellement, et qui revient à 2 points du Paris FC. Mais on en reparlera aussi au moment du classement tout à l'heure. Victoire plutôt logique, hein. Marseille a pris 2 cartons rouges, donc Marseille vient monter le total à 5 cartons rouges en 5 matchs, puisque voilà, le Nice-Strasbourg n'a pas offert de cartons rouges. But refusé pour hors-jeu dès la 8e minute, hein, du côté de Nantes. À la 26e, c'est Vermeeren qui va commettre une grosse faute et subira un carton rouge. C'est donc ensuite 111 qui va ouvrir le score à la 31e minute. Au retour des vestiaires, à la 54e minute, une faute de Nadir qui prendra 2 minutes après pour violence un deuxième jaune et sera donc exclu à son tour, ce qui permettra en toute fin de match à la 88e sur un pénalty à Rémi Cabella de venir doubler la mise et sceller cette victoire du FC Nantes au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. C'est une défaite qui fait très mal au crâne.
C'est une défaite très compliquée pour l'Olympique de Marseille qui justement espérait avoir des espoirs de titre. Et par rapport à ça, je vais vous faire écouter notre bon vieux Isaac qui va vous parler de Marseille et qui va vous parler de Pep Genesio. 17 secondes, je vous laisse avec lui tout de suite. Alors moi j'ai une take vite fait à dire pour l'Europe Crip déjà bonjour. Je tiens juste à dire que si Genesio à Lille aurait le même effectif que Deserbi à l'OM, Lille serait à 10 points d'avance sur ce PSG là. Voilà. Voilà. Donc, il vante les mérites de Genesio et il détruit un petit peu Marseille au passage. Hein, voilà, donc vous l'avez compris. Il considère que si Genesio avait pu avoir un effectif de ce niveau-là, il serait bien plus fort même que Lens. Je peux le comprendre, parce que Genesio est quand même très très solide cette saison avec Lille, malgré cette défaite. Et du côté de Marseille, on voit que bah, il y a des choses qui prennent plus, il y a des résultats un peu compliqués. Voilà. Mais il ne faut pas non plus être alarmiste. On savait que de toute façon, concurrencer le PSG, si on n'est pas constant totalement, c'est compliqué. Maintenant, il n'y a pas encore 10 points d'écart. On va en parler. Quand on passera la barre des 10, ça pourra commencer à être plus compliqué. Mais j'ai envie de dire que voilà, il va juste falloir se rattraper. Et là, autant vous dire que un nouveau faux pas, bah, on pourra vraiment dire adieu aux chances de titre. Parce que là, elles deviendraient encore plus infimes qu'elles ne le sont déjà. Et ben maintenant, on va parler de l'ennemi du côté de Marseille. On va parler du Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2 buts à 1 contre le Paris FC, mais ce n'était pas un match de tout repos. Voilà. Désiré Doué va ouvrir le score à la 45e minute sur une passe de Fabian Ruiz, 1-0 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, eh ben, le Paris FC va obtenir un penalty. Et c'est Goebbels qui va venir le transformer à la 51e minute. Un but partout. Et on ne parle pas de Goebbels le chef allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. On parle bien du joueur de foot qui avait explosé à l'époque du côté de Monaco et s'était fait repérer très très jeune. Mais c'était sans compter sur le Ballon d'Or qui, 2 minutes après l'égalisation sur une passe de Warren Zaïre-Emery, Monsieur Ousmane Dembélé va venir marquer le but de la victoire à la 53e, 2 buts à 1. C'est une victoire pour le Paris Saint-Germain dans ce premier derby de l'histoire en Ligue 1 et c'est surtout très important pour ne pas perdre de terrain contre cette équipe de Lens. Bon, une domination sans partage. Un match dominé de bout en bout des Parisiens qui ont failli se faire peur et qui ont failli perdre des points très importants dans cette course au titre, dans cette lutte pour le titre avec le Racing Club de Lens. Voilà, mais encore une fois, je l'ai dit, c'est une victoire qui est très importante, c'est une victoire qui leur permet de rester à hauteur, puisqu'au niveau du classement, on a donc le Racing Club de Lens qui est actuellement à 40 points, le Paris Saint-Germain à 39 points. Et là, petit gap. Et là, on a un beau bloc. Troisième et quatrième, Marseille et Lille, 32 points. Cinquième et sixième, Lyon et Rennes, 30 points. Voilà. Et ensuite, pour la dernière place européenne, on a aussi un petit bloc de 5 équipes. Septième Strasbourg avec 24 points. Toulouse et Monaco 8 et 9 avec 23 points. Angers et Brest 10 et 11 avec 22 points. Autant vous dire qu'on a des luttes de partout pour le titre, pour la Ligue des Champions et pour l'Europe. Ce n'est pas pour gâcher notre plus grand plaisir avec cette Ligue des Talents, hein, cette Ligue en tant que chauvin, un bon vieux chauvin qui nous régale dans cette année et qui est vraiment à un très bon niveau. 12e, on retrouve Lorient avec 18 points. 13 et 14, Le Havre passe Nice avec 18 points. 15e, on a le Paris FC avec 16 points. Et enfin Nantes avec cette victoire qui passe à 14 points. Et Auxerre et Metz 12 points. Autant vous dire que le classement reste assez serré en termes de points. En 2-3 journées, tout peut changer. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Voilà, il faut être très honnête. On a un peu de suspense un peu partout, dans tous les championnats. On se régale. Et franchement, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux en ce moment. Petit coup de gueule juste, voilà, je leur dirais qu'une phrase, mais l'arbitrage en Europe est tout simplement mauvais. Mais ça, on le dit depuis le début de la saison, on n'arrête pas de le répéter. Voilà, donc il va falloir faire quelque chose, les amis, il va vraiment falloir faire quelque chose. Mais en tout cas, c'était tout pour cette Europe au crible. C'était Mathias avec la légère intervention d'Isaac. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du week-end, à liker, à partager et à vous abonner, bien évidemment. Le soutien, ça fait toujours plaisir. Et nous, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.